Donc bonjour, aujourd'hui on va parler des maladies psychiatriques et des troubles du comportement. Donc un trouble psychique, qui est aussi désigné comme étant un trouble psychiatrique ou un trouble mental, c'est ce qui désigne un ensemble d'affections et de troubles qui sont d'origine différente et qui entraînent des difficultés dans la vie d'un individu. Ça entraîne également des souffrances, des troubles du comportement. Donc ça touche absolument toutes les populations sans distinction ni de sexe ni d'âge, et ça peut être chronique ou permanent. Euh, Par exemple, on peut avoir la dépression, les addictions, les troubles liés à la consommation de drogue ou d'alcool, l'anxiété, les phobies, les troubles du comportement alimentaire, des troubles schizophréniques, la bipolarité, les borderline. Tout ça, c'est des exemples un petit peu de troubles psychiques. Donc la santé mentale, c'est une composante absolument essentielle de la santé. C'est un état en fait de bien-être, et c'est l'aptitude de l'esprit à fonctionner normalement et de répondre de manière appropriée aux stimuli de l'environnement. Donc en fait, on parle de troubles mentaux lorsque cet état de bien-être, il est perturbé par des affections psychiatriques. Donc à ce moment-là, l'individu, il est incapable de s'adapter aux situations difficiles et également de maintenir son équilibre psychique. Donc les troubles psychiatriques, ça touche quand même 27% de la population française. 75% des affections débutent avant l'âge de 25 ans. Donc l'apparition des troubles, ça peut se manifester de différentes manières et à n'importe quel âge. La majorité des cas, c'est à l'adolescence, entre 15 et 20 ans, et le plus souvent, c'est de manière aiguë. Parfois, ça peut être également entre 20 et 30 ans, au moment d'entrer dans la vie active, qui est une période de changement, où ça apparaît, et ça bouleverse la vie de la personne. Et l'apparition des troubles peut être progressive. Donc on a des changements d'attitude, des propos bizarres, retrait du groupe familial, éloignement des amis, perte d'intérêt pour des activités habituelles. Donc d'abord, en fait, on ne comprend pas ou on ne veut pas comprendre et on donne à ces comportements des causes extérieures, par exemple une crise d'adolescence, un chagrin d'amour, un échec scolaire, la peur des examens ou même les prises de drogue. Donc parfois, le début des troubles est peut être extrêmement brutal également, notamment pour la schizophrénie, et ça peut entraîner des risques réels pour l'entourage et la personne. On peut penser par exemple aux tentatives de suicide, une agitation extrême, des violences, des fugues. Donc on a un certain nombre de facteurs aggravants comme les drogues, l'alcool ou l'argent. Donc les drogues et l'alcool, un psychiatre à qui justement on demandait pourquoi il se droguait, il répondait mais parce qu'il souffre. Donc l'abus de drogue ou ce qu'on appelle les hypnotiques également, ça concerne de nombreuses personnes qui sont atteintes déjà de troubles psychiques. Et ces consommations, ces gens-là les prennent à la fois pour calmer l'angoisse qui est créée, qui est entraînée justement par ces symptômes psychotiques, mais également pour éprouver un certain plaisir. Donc ça entraîne une accoutumance et une dépendance. Donc le cannabis est consommé de façon importante, il diminue l'effet des médicaments. L'alcool également, selon le patient, ça aggrave un état dépressif ou alors ça peut le rendre agressif. Et un spécialiste pourra juger de la réalité de la gravité de l'addiction et proposer justement des moyens pour amener le patient vers une modération de ses consommations. Donc, généralement, une stabilisation de la maladie psychique, ça fait baisser la consommation de ces substances toxiques. Et enfin, concernant l'argent pour les personnes qui sont atteintes de ce trouble-là est souvent problématique parce qu'ils ont un manque d'anticipation et du coup, ils sont absolument incapables de gérer les ressources. Donc, ça peut être des découvertes chroniques avec parfois des sommes importantes et du coup, ils peuvent même être interdits bancaires et voilà, des endettements auprès d'amis, etc. Donc si la situation est dure, il faut admettre que la personne concernée, elle n'est pas apte et qu'elle doit faire l'objet d'une protection juridique. Donc la crise, donc c'est un peu le point culminant de la maladie psychique. Elle peut se manifester par une tentative de suicide. Ça aboutit souvent à une hospitalisation. Et même si elle est vécue comme un enfermement, ça peut permettre au malade justement de franchir une étape vers la stabilisation. Donc on a différents types de troubles. Donc on va commencer avec celle de la personnalité qui est borderline, qui est un trouble de la personnalité, qui est aussi connu sous le nom d'état limite ou d'état frontière. Donc on appréhende cette maladie, l'appréhension de cette maladie, elle est complexe parce que c'est assez dur de définir si c'est une maladie psychique ou un trouble de la personnalité. Parce que parfois c'est la première manifestation d'un trouble psychotique. Donc ça se manifeste par de grandes instabilités des relations interpersonnelles, instabilité émotionnelle, mauvaise appréciation, de l'image de soi, une impulsivité qui est extrêmement marquée. Et ça peut se manifester sous beaucoup de formes. La sexualité, l'alimentation, les addictions. Et donc on a une mauvaise organisation de la personnalité qui est associée aux symptômes précédents, et tout ça, ça entraîne l'agressivité, des tentatives de suicide, etc. Donc on a vraiment des alternances de périodes pathologiques et stables.
et ces alternances sont assez rapides et ça peut être extrêmement déstabilisant pour l'environnement. Donc il n'est pas en rupture de la réalité, mais il est inadapté avec la réalité. Donc ça peut commencer à l'adolescence pour continuer à l'âge adulte. Et voilà, au cours de certains épisodes, ça peut même évoquer des troubles bipolaires. On peut se dire que la personne va basculer dans une pathologie bien définie, mais en fait, avec les hauts et les bas, souvent, en fait, ça fait rejeter le basculement vers cette bipolarité. Donc il y a une quête d'affectif démesurée qui entraîne des conflits avec l'entourage parce qu'on ne sait jamais où il en est en fait. Donc c'est un état limite et c'est absolument épuisant à la fois pour le patient et pour ses proches. Donc il faut du temps avant de confirmer un diagnostic. Et l'évolution de cette pathologie va vraiment dépendre de l'implication du patient aux soins. Les thérapies sont essentiellement psychothérapeutiques ou alors de remédiation cognitive. Donc le traitement il est long et ça fait partie des troubles graves de la personnalité. Donc maintenant on va parler un petit peu de la schizophrénie. Donc il y en a plusieurs, hein. C'est pour ça qu'on dit les schizophrénies. Ça dépend du caractère, de l'environnement de la personne et les symptômes seront différents. Ça touche 1% de la population dans le monde. Les symptômes sont aigus à la fin de l'adolescence, généralement, et c'est des maladies qui sont psychiques, qui sont sévères et durables. Donc, c'est le fonctionnement anormal de certains circuits du cerveau, cette maladie. Donc, c'est pas une maladie de l'âme ou c'est pas un manque de volonté, c'est même pas une double personnalité, qui est une maladie très rare et qui est différente de la schizophrénie, hein, et qu'on assimile souvent à la schizophrénie, mais ce n'est pas le cas. Donc, les troubles et les symptômes, donc on a différents troubles, ils peuvent être par exemple cognitifs, avec une organisation de la pensée et de l'attention, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire. On a des comportements négatifs, où la personne s'isole et se coupe des autres, des difficultés à communiquer, des réponses évasives, cesse d'avoir des relations, une perte du plaisir, l'apathie ou une perte d'énergie, et souvent cette personne n'a pas conscience de la situation. Mais on a également des symptômes positifs au sens de ce que cela produit. Donc ça produit quoi? Ça produit des perturbations, des perceptions avec des hallucinations qui sont souvent auditives ou une voix qui propose des actions ou qui insulte. Voilà, la personne elle peut être terrorisée par ces voix. Mais ça peut être aussi visuel ou tactile. On peut également avoir des idées délirantes dans une majorité des cas. Par exemple, quelqu'un qui la regarde pour l'espionner. Et le langage est incohérent et incompréhensible. La personne peut même inventer des mots. Et voilà, il peut y avoir des comportements inhabituels. Par exemple, d'un coup, ne va pas aimer la pénombre. Donc tout ça, c'est pas forcément en même temps, et ça peut varier au niveau de la maladie. Ça varie aussi selon le niveau de conscience de la personne. Voilà. Donc la caractéristique, c'est le déni de la maladie par le patient, et ça rend le traitement difficile. Concernant les troubles bipolaires, donc il y a deux phases. On a la phase maniaque et la phase dépressive. On a des troubles de l'humeur, auxquels justement appartient la dépression récurrente. Et en fait, entre ces deux pôles, maniaque et dépressif, la personne, elle retrouve une vie normale. Donc la phase maniaque, c'est un peu des épisodes d'excitation pathologique, où la personne est hyperactive et euphorique, fait de multiples projets, et elle perd toute inhibition ou engage des dépenses, par exemple, inconsidérées. Et on a la phase miroir, la phase dépressive, où on a des signes de grande tristesse, le goût à rien. Parfois, on souhaite même mourir. Donc voilà, le danger principal, c'est le risque de suicide. Il y a de nombreuses formes de troubles qui rendent justement ce diagnostic difficile. Et enfin, on a aussi des troubles du comportement alimentaire qu'on appelle le TCA. Donc c'est des perturbations du comportement qui sont en lien avec l'alimentation, le poids ou l'apparence physique de la personne. Ça affecte durablement la santé de la personne, son quotidien et également ses relations personnelles. Donc la personne, elle souffre non seulement à cause de son trouble, mais aussi des conséquences somatiques du trouble du comportement alimentaire. Et enfin, on va parler donc des TOC, les TOC et l'autisme. Donc les TOC, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est des obsessions et des compulsions. Donc en fait, c'est vraiment un trouble de l'anxiété. C'est-à-dire que on va y avoir des pensées ou des images qui surgissent à répétition, et c'est très très dur à chasser de l'esprit. Ça peut être dérangeant, effroyable, désagréable, beaucoup de détresse, de peur, de malaise et de dégoût. Et pour essayer de réprimer ces obsessions, donc ces pensées obsessives, la personne se sent obligée d'accomplir des gestes répétitifs, des rituels, et c'est ça qu'on appelle les compulsions. Donc c'est vraiment un duo obsession-compulsion. Donc les compulsions, c'est une tentative de contrôler les obsessions par la pratique de vérification ou par un certain nombre de rituels. Donc ça peut provoquer des détresses et une perte de temps considérable, puisque ça interfère avec les activités habituelles de la personne, dans son fonctionnement professionnel, scolaire, ses activités sociales, et ça peut occuper plusieurs heures par jour. Donc les compulsions, elles apportent un soulagement uniquement temporaire, et le cycle obsession-compulsion va reprendre.
Et en fait, ça en est même à tel point que certaines ne peuvent même pas quitter le domicile. Donc, les obsessions-compulsions qui sont souvent observées, par exemple, peur de la contamination, la personne va se laver, prendre plusieurs douches et nettoyer sans fin. La peur de faire mal aux autres par un manque d'attention, donc elle vérifie que rien de terrible n'est arrivé. Une préoccupation excessive avec l'organisation et la symétrie. On dispose les choses selon un agencement précis. Une crainte d'attraper une maladie grave, où on prend toutes les mesures pour supprimer les contacts avec justement les éléments contaminants. Des pensées perverses à propos de la sexualité, où on a besoin de toucher, de compter mentalement. Un souci exagéré d'une partie du corps, où on peut voilà, vérifier dans la mémoire. Peur d'être responsable d'une catastrophe, où on vérifie que les portes sont verrouillées, que les appareils sont branchés. Peur du sacrilège, du blasphème, avec des prières ritualisées, des chiffres pour neutraliser la pensée. Un peur de jeter un objet dont on pourrait avoir besoin, et donc on va ramasser et entreposer un certain nombre d'objets inutiles. Donc la personne a conscience de l'absurdité de ses pensées et son comportement, et en fait sans aide c'est très très dur à s'en sortir. Et enfin, voilà, on va parler de l'autisme. Donc chez l'enfant, ça se manifeste tôt, hein, généralement vers 3 ans. C'est une associabilité, un repli sur lui-même. Il pose très peu de questions, il n'échange pas d'idées. Et voilà, il peut y avoir des mouvements inhabituels. Et en France, on a quand même 430 000 cas, dont 25% d'enfants. Voilà pour la présentation un petit peu pour les troubles psychiques.